à tous. Le roi est mort. Vive le roi! Ce 1er septembre 1715, à Versailles, Louis XIV, le roi Soleil, rend son âme à Dieu, dont il était le représentant au royaume de France après 72 années d'un règne absolu et sans partage. Roi à l'âge de 5 ans, il reste celui de nos souverains qui a régné le plus longtemps. Le roi est mort, vive le roi! C'est le duc d'Uzès, premier père de France, qui, selon la tradition, lance cette phrase par laquelle est proclamé l'avènement d'un nouveau monarque en France sous l'Ancien Régime. Pourquoi le duc d'Uzès? Sans doute parce que Uzès, situé dans l'actuel département du Gard, fut érigé par lettre patente en mai 1565 en vicomté, puis en 1572 en duché-pairie, et qu'ainsi, par l'ancienneté de son duché, le duc d'Uzès était le premier père du royaume, marchant dans les cérémonies immédiatement après les princes de sang. C'est lui aussi qui accompagnait la dépouille du roi défunt lorsqu'il était descendu dans la crypte de la basilique Saint-Denis, nécropole de nos rois depuis les Capétiens. Quant à la formule « Le roi est mort, vive le roi », elle apparut avec la mort de Charles VI. Elle signifie que non seulement l'ancien roi garde sa dignité au-delà de la mort, mais aussi que le titre de souverain se transfère immédiatement au moment de la mort du roi précédent. Ce qui se traduisait souvent par une autre formule, le roi ne meurt jamais. Sauf bien évidemment quand on lui coupe le cou, comme à l'infortuné Louis XVI. Sans être forcément incollable en histoire de France, vous connaissez tous les rois qui se sont succédés sur le trône de manière quasiment ininterrompue pendant presque 1400 ans. Tout au moins les plus marquants, Louis XI, François Ier, Henri IV, Louis XIV. Mais ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir qui les a numérotés? Car c'est grâce à leurs numéros que nous les connaissons tous aujourd'hui. Et c'est sans réelle surprise que nous constatons que Louis XIV suit Louis XIII et précède Louis XV. En fait, la réponse n'est pas aussi simple, car, il faut bien en convenir, ce point d'histoire n'a jamais fait l'objet d'une étude approfondie et les historiens les plus éminents restent prudents dans leurs explications. Ce qui est certain, c'est que la question des numéros amène à s'interroger sur une nomenclature qui nous paraît évidente, mais qui n'a pourtant pas été dictée par la réalité des faits. Ainsi, on peut noter que les descendants de Clovis, qui selon la loi salique se partagent son empire, sont numérotés séparément en fonction de leur royaume. Cela paraît logique aujourd'hui, mais ça ne l'était pas au moment des faits. Les numéros apparaissent après le premier millénaire, dans le but d'essayer de mettre de l'ordre dans un passé rendu confus par des homonymies de plus en plus nombreuses. Les chroniqueurs se sont attelés à cette tâche ardue, s'efforçant de numéroter les rois des siècles passés, mais du fait de l'imparfaite connaissance qu'ils en avaient, le résultat n'est pas probant. Des systèmes de numérotation différents coexistèrent pendant des décennies, d'où la plus grande confusion. Charles V, qui régna de 1364 à 1380, sera le premier roi à porter son numéro de son vivant, et l'historiographie officielle finira par figer la numérotation des rois Charles en l'état. Ce faisant, elle va définitivement entériner une erreur de numérotation qu'il faudra à Charles le Gros, fils de Louis le Germanique, de n'être pas numéroté. On rencontre des erreurs ou des approximations similaires pour les autres prénoms.
mieux s'y retrouver, dès les Carolingiens, on commença à donner aux rois des surnoms, permettant de distinguer entre eux les rois homonymes. Charles le Grand pour Charlemagne, Charles le Chauve, Louis IV d'Outre-mer, etc. Mais comme ces surnoms ont parfois évolué au cours des siècles, on verra peu à peu des rois recevoir, des siècles après leur mort, un surnom qui ne correspondait pas à la réalité. Charles le Gros, qui reçut son surnom plus de 300 ans après sa disparition, fut l'un des cas qui m'interpelle le plus. Était-il vraiment gros ? Je n'en ai pas trouvé la preuve dans les récits des chroniqueurs de son temps. Plus compliqué encore, certains rois changent de surnom au gré des chroniques. Et de surcroît, certains surnoms changent de roi. Pépin le Bref, qui n'avait rien d'un cacochime, porte ainsi le surnom qui a longtemps été dévolu à son grand-père, Pépin de Herstal. En étudiant de près la vie de nos 75, 80 ou 85 rois de France, difficile de donner un chiffre très précis, j'ai fait en revanche des constatations intéressantes en rapport avec le numéro qui leur est attribué. Et je voudrais ce soir vous parler de l'une d'elles qui m'a amené à intituler cette évocation « La malédiction du numéro 2 ». Je n'en tire aucune conclusion, mais pour tout vous dire, elle me sert de prétexte en quelque sorte pour vous parler de quelques rois, certains connus, d'autres beaucoup moins, dont la vie ne fut pas un long fleuve tranquille. Cette constatation est la suivante. Les rois portant le numéro 2 connaîtront tous une mort violente ou une vie semée d'embûches et de malheurs. Je vous invite donc à aller à leur rencontre en partant des Mérovingiens, les Mérovingiens, première race de France, qui tiraient leur nom du premier roi des Francs Mérové, jusqu'aux Valois. Une chanson enfantine l'a popularisée jusqu'à nos jours. Mais le bon roi d'Agobert n'eut rien de commun avec le nigaud, le benêt, la tête dans les nuages, le grand gosse naïf que l'on sait plus longtemps à représenter. Ce fut au contraire une personnalité dominatrice qui garda fermement en main le gouvernement de son royaume et le dernier mérovingien qui ait vraiment régné sur toute la France après son ancêtre Clovis et mérité pleinement le titre de roi de France. Avec l'aide d'éminents ministres et conseillers, comme Saint-Éloi ou Saint-Ouen, il gouverna avec sagesse son royaume, renforça l'unité nationale, lança le pays dans la voie de la prospérité économique et fut un agent très actif du développement de la foi et de l'Église. Ce fut donc un très grand roi. Mais, pour ne rien vous cacher, pas si bon que ça. Sa renommée ayant dépassé les frontières même de l'Europe de son temps, puisqu'on parlait de lui à Constantinople et qu'il recevait par respect de nombreux présents venus de l'Orient, de la Chine et de l'Inde, de l'or en poudre, du corail, des étoffes précieuses, du thé, des perles et même des éléphants. Sa tête gonfla vite. Il prit goût au luxe, n'écouta plus Éloi ni Ouen, devint cupide, gourmand, orgueilleux, cynique et dévergondé en dépit de sa foi chrétienne. Ses mœurs se corrompirent. Il prit plusieurs femmes. En cela, il ne fut pas une exception. Je vous précise, les rois mérovingiens seront pour la plupart polygames. Il préféra aller à la chasse avec ses 3 chiens favoris, César, Hercule et Bellérophon, plutôt que de visiter les églises. Il fit montre d'une extrême cruauté avec ses ennemis, supplices raffinés, écartèlement, décollation.
En fait, sa personnalité apparaît comme une curieuse association de piété et d'immoralité, d'ardeur et de patience, d'énergie et de pondération, de cruauté et de générosité. À sa mort, en 639, ses héritiers étaient seulement âgés de 3 et 9 ans. Le pouvoir est donc confié aux maires des palais, respectivement de Neustrie et d'Austrasie. Dagobert porte le numéro 1. Venons-en à notre sujet, les numéros 2. Dagobert II, fils de Sigisbert III, était le petit-fils de notre bon roi Dagobert. L'histoire a réuni sous le nom de roi fainéant tous les Mérovingiens qui se succédèrent depuis Dagobert Ier jusqu'au milieu des années 700. Non pas seulement parce qu'ils passaient leur temps à se prélasser confortablement, affalés dans des chars à bœufs, mais surtout parce qu'ils n'étaient pas des foudres de guerre, il faut bien le dire. Et ils laissaient la quasi-totalité de leur pouvoir et la gestion du pays entre les mains des maires du palais, dont le premier et le plus célèbre est le fameux Charles Martel, qui arrêta l'invasion sarrasine à Poitiers. Son fils, Pépin le Bref, déposera le roi Childéric III et deviendra roi des Francs en 751. Je vous précise qu'on ne dira roi de France qu'à partir de 840 et du règne de Charles II le Chauve, dont nous allons parler plus tard. Pépin le Bref, dont le fils fut Charlemagne, couronné empereur par le pape en l'an 800, créa la dynastie des Carolingiens. J'ouvre une parenthèse pour vous signaler que nos anciens rois ne portaient point de couronne. Non, pas du tout. Ils se contentaient de simples cercles ou diadèmes d'or qu'ils mettaient sur leur casque. C'est Charlemagne qui, le premier, se fit faire une belle couronne d'or enrichie de pierres précieuses, rehaussée de 4 fleurons en fleurs de lys, couronne que l'on mit désormais sur la tête de nos rois le jour de leur couronnement et de leur sacre. Notre Dagobert II commença bien mal son existence. Né en 652, il pose aussitôt un problème au maire du palais, le tout-puissant Grimoald, qui voulait faire au roi son propre fils, Childebert. Alors, aux grands mots, les grands remèdes, Grimoald fait tondre Dagobert alors qu'il venait de fêter ses 4 ans, car il faut savoir que les rois mérovingiens étaient appelés les rois aux cheveux longs, car leur chevelure, depuis le tout premier de la dynastie, Clodion le Chevelu, était un symbole de pouvoir magique. La pire condamnation pour un mérovingien était d'être tondu. Dagobert II se vit donc ainsi retirer symboliquement tous les pouvoirs et rayé de la dynastie. Grimoald le fit ensuite conduire en Irlande par Didon, évêque de Poitiers, et enfermé dans un cloître. Puis il répandit partout le bruit de sa mort. Il ira même jusqu'à lui organiser de magnifiques funérailles afin de tromper plus sûrement le peuple. Les années passèrent. Dans sa terre d'exil, Dagobert grandit au milieu des moutons. Il est éduqué par saint Wilfrid, futur évêque d'York, puis, devenu adolescent, prenant son courage à 2 mains, il décida de revenir en France où, en 673, Thierry III avait été proclamé roi par un autre maire du palais, Hébrouin. C'était plus qu'il ne pouvait supporter. Il soutint alors contre lui une guerre acharnée. Entre-temps, c'est Childéric II, demi-frère de Dagobert, qui est monté sur le trône. Mais, selon les bonnes traditions mérovingiennes, c'est Hébrouin qui exerce le pouvoir. Enfin, à la mort de Childéric II en 675, assassiné dans la forêt de Livry, près de Chelles, par des gens probablement exaspérés par sa tyrannie, mort violente comme tous les numéros 2 ou presque, Dagobert est proclamé roi d'Austrasie. Le jeune prince possède une forte personnalité
Il entend restaurer l'autorité royale et redorer le blason des Mérovingiens et se situe dans la lignée de son grand-père. Très pieux, il veut développer l'institution monastique et fonder de nouvelles églises dans tout le pays. Il bannit de sa cour les scélérats et les fourbes, qui sont pléthoriques. Il veille avec soin sur ses sujets et souhaite adoucir leur sort. Il leur rendit dans toutes les occasions une rigoureuse justice et se fit ainsi chérir par sa bonté, sa générosité, sa simplicité. On voyait se réaliser en lui ce que l'apôtre avait dit autrefois, que la piété était utile à tout, que non seulement elle promettait des récompenses dans ce monde à ceux qui mettent en pratique ce qu'elle enseigne, mais qu'elle leur assure encore des dons bien plus grands au-delà du tombeau. Il lutta contre la barbarie de son siècle, s'efforçant à effacer jusqu'aux dernières traces la fureur destructive des Vandales et des Huns, qui avaient fait de nos plus belles provinces des déserts incultes. Il rêvait d'un monde meilleur et entendait bien essayer de le construire. Il avait des idées très en avance sur son temps et des projets plein la tête. Mais c'était sans compter sur le redoutable et sanguinaire Hébroïne. Hébroïne, qui ne reculait devant aucune atrocité, avait fait crever les yeux à Léger, l'évêque d'Autun, qu'il détestait. Puis quelques années plus tard, il le fera décapiter dans une forêt de Picardie. En 679, il fait assassiner Dagobert, alors que celui-ci chassait dans la forêt de Wèvres, près de Stenay, au nord de Verdun. Et on meurt souvent assassiné dans la forêt à cette époque. Dagobert II avait alors 27 ans. L'espérance de vie d'un homme étant à cette époque d'environ 30 ans, on peut remarquer qu'il avait déjà presque atteint le seuil. Il ne régna donc que 3 ans. Jouissant d'une renommée très populaire, il sera proclamé saint martyr en 872, l'église de Stenay rebaptisée église Saint-Dagobert. Son crâne sera trépané, comme pour tous les rois mérovingiens, afin de permettre à l'âme de quitter le corps. L'incision est d'ailleurs très visible sur le crâne de Dagobert II, conservé comme une relique à Mons, au couvent des Sœurs Noires. Nous parlons ce soir de la malédiction du numéro 2. Toutefois, en ce qui concerne les Mérovingiens, je voudrais vous dire, pour être honnête, que l'assassinat, vous l'avez d'ailleurs très bien compris, je pense, était alors monnaie courante à cette époque. Et la plupart des derniers rois mérovingiens sont morts assassinés, même s'ils ne portaient pas le numéro 2. Les Carolingiens qui leur succédèrent en 752 donnèrent 14 rois à la France et occupèrent le trône de 752 à 987, soit 235 ans. Ce ne furent pas des années paisibles, mais toutefois, à l'exception sans doute de celui dont nous allons parler, il n'y eut pas de rois assassinés. Les numéros 2 de cette nouvelle dynastie n'ont pourtant pas été épargnés par le destin. Né en 823 à Francfort-sur-le-Main, confié à l'âge de 7 ans par ses parents, l'empereur Louis le Pieux et Judith de Bavière, à un précepteur de renom, Walafrid Strabon, moine au monastère de Reichenau en Allemagne, il était convaincu dès sa plus tendre enfance de sa plus grande destinée. Mais tout ne lui fut pas facile pour celui qui régnera sous le nom de Charles II, dit Charles le Chauve. Pourquoi ce surnom ? Tout simplement parce que, très pieux comme son père, il s'était fait raser le crâne lors d'une cérémonie religieuse en guise de soumission à l'Église, malgré la coutume franque exigeant qu'un roi ait les cheveux longs. Pour cette raison, et d'autres certainement,
Il était pourtant le petit chouchou de son père. Mais ses demi-frères, notamment Lothaire, n'appréciaient pas les faveurs dont il bénéficiait et lorgnaient sur la couronne. À la mort de Louis le Pieux en 840, Charles monta sur le trône et se lia avec son autre frère, Louis le Germanique, contre Lothaire, qu'il vaincra à la bataille de Fontenay. Lors de l'entrevue de Strasbourg en 842, Charles et Louis resserrèrent leur alliance et prêtèrent leur serment en langues différentes. Ce sont les deux plus anciens documents que l'on a conservés de la langue allemande et de la langue romane. Le traité de Verdun en 841 consacra le démantèlement du vaste empire carolingien et Charles reçut le pays compris entre l'Èbre, l'Atlantique, l'Escaut, la Meuse, la Saône, le Rhône et la Méditerranée qui constitua la Francia Occidentalis. Mais il fut constamment contesté, dut entreprendre des guerres qui l'épuisaient moralement et physiquement. Était-il aussi intelligent et brillant que les chroniqueurs le laissent entendre? Sans doute, mais ce caractère lettré et porté sur les arts cachait de médiocres aptitudes politiques, même s'il poursuivit l'œuvre législative de Charlemagne et laissa un grand nombre de capitulaires, c'est-à-dire des documents législatifs divisés en petits chapitres nommés capitula. Par ailleurs, il se gâcha la vie par une insatisfaction permanente qui se mua au fil des ans en un pessimisme chronique. Pourtant, il connut de grands succès politiques. Ainsi fut-il couronné roi de Lotharingie, la future Lorraine, comportant une partie importante de la Germanie, à la mort de son neveu Lothaire II. Il fut couronné par l'archevêque Ingmar de Reims en 869. Et surtout, le 25 décembre 875, le petit-fils de Charlemagne est sacré à Rome par le pape Jean VIII, 3/4 de siècle après son grand-père. Les rapports s'étaient inversés depuis. Quand Charlemagne arriva à Rome en l'an 800, il venait au secours de Léon X, du pape Léon X, qui avait été roué de coups et traîné dans la boue de Rome par le peuple qui l'accusait des pires infamies. Cette fois-ci, la papauté avait pris l'ascendant sur l'Empire, même si sa protection lui était toujours nécessaire. C'est donc un jour faste et glorieux pour le roi Charles. Comme l'avait fait Léon X pour Charlemagne, le pape Jean VIII se rendit à la rencontre du roi hors les murs de la ville. La journée ne fut que laudes, chants, actions de grâce et vapeurs d'encens. Charles se voyait non seulement reçu en sauveur, mais traité partout en empereur, avant même qu'il ne le fût. Les Francs eux-mêmes, pourtant habitués au faste palatin d'Aix-la-Chapelle depuis Charlemagne, restaient stupéfaits par les splendeurs liturgiques et par les honneurs protocolaires déployés pour leur roi. Jamais la basilique Saint-Pierre n'avait paru aux fidèles massés devant le péristyle une porte aussi grande ouverte sur le paradis. L'immense nef, habituellement plongée dans la pénombre dès le milieu du jour, était éclairée comme par enchantement, la lumière semblant sourde de chacune des tesselles d'or formant les précieuses mosaïques de l'abside. Le pape Jean exultait et savait qu'avec Charles à ses côtés, il triompherait de ses ennemis. Quant à Charles, apprécia-t-il cet honneur? Sans doute, mais il était comme toujours tiraillé par les doutes et la crainte de n'être pas à la hauteur de la nouvelle tâche qu'il attendait. Il est là, agenouillé en prière, comme statufié, et tandis que les chœurs lancent le Gloria Patri, le pape pose un diadème d'or sur la tête de Charles. Tout à coup, les chœurs se taisent, et au milieu du silence, soudain, se fit entendre d'un bout à l'autre de la nef,
par 3 fois ces paroles du pape. À Charles, couronné par Dieu puissant et pacifique empereur, vie et victoire. Charles est très ému. Qui pourrait en douter? Sans doute n'aurait-il pas imaginé que ce jour arrive, tant ses ennemis s'étaient évertués à l'abattre. Alors, pendant quelques minutes, il a le sentiment d'être pour la première fois peut-être maître du jeu. Il veut se relever, mais empêché par son manteau de pourpre, gêné par ce ventre proéminent qui alourdissait sa silhouette depuis quelques années, et submergé par l'émotion, il s'abandonna comme un enfant à cette main le serrant fermement à l'épaule et à cette voix qui lui répétait à l'oreille « Soumets-toi à la volonté de Dieu, ici même, sur la tombe de Pierre, prince des apôtres, ou bien tu es damné. » Jean VIII voulait lui préciser, gentiment, mais fermement, que s'il était désormais empereur d'Occident, il le devait à Dieu et à son représentant sur terre. Il put alors, après avoir oint le front de Charles d'huile sainte, commencer à chanter ses laudes pour finir par se prosterner devant cet empereur qui tenait de lui son diadème. Quelques heures plus tard, en ressortant de la basilique, Charles était acclamé par le peuple et par son armée. Mais il n'était pas dupe et savait bien que les problèmes pour lui ne venaient pas de se volatiliser comme par magie. Et, de retour dans ses états, il sentit bien que derrière les sourires et les prosternations serviles, la rancœur et l'hostilité de certains étaient encore plus grandes et qu'il allait devoir se méfier de tout le monde. Charles II, le Chauve, régna 37 ans, jusqu'en 877. Mais son règne fut chaotique, constamment troublé par les redoutables Vikings venus de Scandinavie et qui semaient la terreur sur les bords de la Loire, mais aussi par son neveu Pépin qui lui disputa âprement l'Aquitaine, ou encore par des princes ambitieux. Charles restait toujours sur la défensive et mal dans sa peau malgré sa piété. Il ne fut pas heureux. Appelé en Italie par le pape qu'il avait couronné et qui était menacé par les Sarrasins, il mourut mystérieusement le 6 octobre 877 au village de Brios, près du Mont-Cenis. On parla de pleurésie, mais après avoir consulté des chroniques contemporaines, je pense qu'il a été assassiné. Et plus précisément, empoisonné par quelqu'un de fort bien placé pour le faire, son médecin juif Sédécias ou Zédéchias. Dans quel but? En fait, Sédéchias ne fut qu'un instrument entre les mains d'une femme, la reine Rachilde, que Charles avait épousée en 870 à la mort de sa première femme. Rachilde, pendant que son époux se battait contre les Sarrasins ou les Vikings, administrait le royaume. Or, elle ressentit un jour une violente passion amoureuse pour le duc de Bourgogne, Boson. Elle est alors rapidement accusée d'inceste, car Boson est son frère. Mais peu importe, et au diable les colibés et les hurlements d'indignation. Le cœur a ses raisons, dit-on, que la raison ne connaît pas. Aveuglée par ses sentiments, après avoir aidé Boson à devenir roi de Provence, elle ne songe plus désormais qu'à le placer sur le trône. Pour parvenir à ses fins, il fallait toutefois supprimer Charles, d'où son idée de faire appel à Sédécias, le médecin de son époux. Néanmoins, à la mort de Charles, c'est tout naturellement son fils Louis qui lui succéda. Rachilde conteste aussitôt cette succession, mais n'y peut rien, et dépitée, elle finira par se retirer chez son frère en Provence. Quant au nouveau roi, Louis II,
dit le Bègue, qui sera sacré roi de France à Troyes par le pape Jean VIII, celui-là même qui avait couronné son père 2 ans plus tôt. Il va être lui aussi la victime de la malédiction, la terrible malédiction du numéro 2. Louis II était un garçon maladif, chétif et affligé de bégaiement. Il évitait donc de s'exprimer en public, laissant s'exprimer en son nom ses propres conseillers. L'aristocratie profita donc de sa faiblesse pour arracher à la monarchie de nouvelles concessions. Il n'est resté connu dans l'histoire que pour avoir appauvri le royaume en distribuant à titre de bénéfice aux seigneurs qui contestaient son accession au trône, comme l'avait fait Rachilde, ce qui restait encore du domaine royal. Il espérait s'en faire des amis, mais en fait, il n'en fut que plus méprisé et dut signer avec eux des traités humiliants. Objet de leur part de moqueries et d'injures, il demeura un roi sans pouvoir, dominé par cette aristocratie de plus en plus arrogante et insolente. Pourtant, lorsque Bernard Plantevelu, comte d'Autun et de Mâcon, se déclara ouvertement rebelle, il décida de préparer une expédition contre lui. Mais après 2 mois, après 2 ans, moins de 2 ans même de règne, il était de plus en plus déprimé et il n'avait plus la force physique ni même le courage de vivre. Il meurt finalement en avril 879, pour certains de désespoir, laissant 2 fils d'un premier mariage, Louis III et Carloman, et sa 2e épouse enceinte d'un autre fils qui sera Charles le Simple. Ils deviendront tous rois. Louis II ne régna que 2 ans. À la dynastie carolingienne succéda en 987, avec Hugues Capet, celle des Capétiens. Capétiens qui occupera le trône de France jusqu'en 1328. Hugues Ier, dit Hugues Capet, en raison de ce qu'il avait, dit-on, une tête très grosse, fut élu roi à Noyon par les seigneurs de la Francière occidentale. Robert II, surnommé Robert le Pieux, est le 2e roi franc de la dynastie capétienne. Régnant de 996 à 1031, il sera donc l'un des souverains de l'an 1000, tant redouté par beaucoup. Les terreurs ou peurs de l'an 1000 seront un mythe de la Renaissance. Pour les chrétiens, l'an 1000 annonçait l'Apocalypse, et tous les signes qui le précédèrent, séismes, sécheresses, comètes, famines, invasion de païens, prolifération d'hérétiques, concordaient, selon l'historien contemporain Raoul Glaber, avec la prophétie de Jean, selon laquelle Satan sera déchaîné après 1000 ans accomplis. Lorsqu'arriva l'an 1000, le roi Robert était en pleine pénitence. Vous allez imaginer évidemment que ce roi très pieux se sacrifiait en quelque sorte pour rassurer la population et pour sauver son peuple du démon exterminateur. En fait, la réalité est plus prosaïque. Si le bon roi Robert faisait alors pénitence, c'est tout simplement parce qu'il avait osé épouser Berthe de Bourgogne, dont il était tombé follement amoureux. Or, le problème était que non seulement Berthe était sa cousine au 3e degré, mais de surcroît, le roi était le parrain du dernier des 5 enfants que Berthe avait eus de son défunt mari. Or, pour l'Église, ce lien spirituel équivalait à une réelle parenté, ce qui obligera le roi, après 4 années de résistance, à renoncer à ce mariage d'amour, sous peine d'excommunication. Eh oui, nous sommes donc loin des considérations apocalyptiques qui auraient effrayé le peuple français. Par ailleurs, il faut réaliser qu'il n'existait alors ni horloge, ni calendrier, et
il n'était pas rare que l'on ne connaisse même pas son âge exact. La population n'eut donc sans doute pas conscience de ce changement de millénaire. Le roi Robert fut très affecté par ce conflit de plusieurs années avec la papauté, d'autant plus qu'il était très pieux, comme nous l'avons vu, d'où son surnom qui n'était pas usurpé. Né vers 970, couronné roi en 987 du vivant de son père, ce fut un roi doux, pacifique, d'une grande piété, charitable parfois à l'excès et ami des lettres et des arts. Son plus grand plaisir était de se joindre aux moines de Saint-Denis et de chanter avec eux. Il dirigeait souvent le chœur et composa même des chants qui nous sont parvenus. Il sut s'entourer de conseillers habiles, il put ainsi tenir tête aux seigneurs rebelles et à ceux qui se livraient au brigandage et affamaient le peuple. Il fit également la conquête de la Bourgogne avec l'aide de Richard, duc de Normandie. Ce sera d'ailleurs le seul conflit armé dans lequel il s'engagera, car il avait horreur de la guerre et de ses terribles conséquences sur la population. Il évitera d'ailleurs toute guerre de conquête, à l'exception de celle de la Bourgogne, ou de guerre de prestige ou de vengeance. En cela, il se distingua de la plupart de ses prédécesseurs. Mais il eut bien du mal à endiguer les horribles famines qui revenaient régulièrement, conséquence de la continuité des guerres féodales. C'est pour y mettre un terme qu'il publia pour la première fois la Trêve de Dieu. Son but, et celui de l'Église, était de contrôler la violence féodale par l'application de sanctions religieuses sévères. Après sa séparation douloureuse avec Berthe, qui se fit religieuse d'ailleurs, il se remaria, pour son plus grand malheur, vers 1003, avec Constance d'Arles, fille du comte de Toulouse. Un nouveau mariage que le caractère altier de cette femme rendit malheureux. C'est peu de dire que ce fut une femme à poigne. Âgée de 17 ans, Constance est en fait une maîtresse femme qui profita de la bonté et de la douceur de son époux et a aussitôt la haute main sur lui. Elle était tyrannique et lui fit subir un véritable calvaire quotidien pendant 28 ans. D'après les commentateurs, elle était vaniteuse, avare, arrogante, vindicative. Et il n'était pas rare qu'elle batte son trop gracieux époux. Celui-ci faisait tout son possible pour ne jamais la contrarier, car il la redoutait comme la peste. Et un chroniqueur rapporte qu'il s'écria un jour « Ami Augier, va-t'en d'ici pour que Constante, mon épouse, l'inconstante, ne te dévore pas. » Avec elle, au dire de certains, il connut le martyre sur terre. Elgaud de Fleury, qui fut son biographe, dressa un portrait séduisant de Robert. Il avait la taille élevée, la chevelure lisse et bien arrangée, les yeux modestes, la bouche agréable et douce pour donner le baiser de paix, la barbe assez fournie et les épaules hautes. Mais il ajouta un détail assez curieux que je vous livre. Lorsqu'il montait son cheval royal, chose admirable, les doigts de ses pieds rejoignaient presque le talon, ce qui fut regardé dans ce siècle comme un miracle par ceux qui le voyaient. Robert II, qui reste un des plus grands souverains du XIe siècle, meurt au cours de l'été 1031, à l'âge record pour l'époque de 60 ans, à sa résidence de Melun, d'une fièvre accablante. Quelques jours auparavant, dit-on, une éclipse de soleil était venue annoncer un mauvais présage. Jean II
est le deuxième des Valois à monter sur le trône de France en 1350. Né en 1319 au Mans, il est surnommé le Bon, ce qui à l'époque signifie le brave. Si l'on ne peut contester sa bravoure, une folle bravoure partagée avec l'ensemble de la chevalerie française, il faut aussi regretter ses décisions politiques maladroites et inconsidérées et sa proportion à régler les problèmes en décapitant ceux qui contestaient sa politique, sans aucune procédure publique. Pour tout dire, c'était un médiocre politique, intransigeant et ignorant la diplomatie. Il excellait, en revanche, dans l'art de se mettre tout le monde à dos. Et le roi de Navarre, Charles le Mauvais, qui s'était rangé du côté des Anglais, nous étions alors en pleine guerre de 100 ans, profita de cette situation et rapidement il parvint à réunir contre la France les armées des grands seigneurs irrités par les décisions de Jean et sa cruauté, et celles d'Édouard III, roi d'Angleterre. En 1356, Édouard, prince de Galles, fils du monarque anglais, connu sous le nom de prince noir, en raison de la couleur de son armure, marcha à la tête d'une armée de 12 000 hommes jusqu'à Poitiers. Le roi, toujours prêt à la bagarre, accourt aussitôt à la tête d'un corps nombreux, l'atteint à Maupertuis, à 2 lieues de Poitiers, dans les vignes, et lui livre bataille, sourd à ses offres de négociation. Édouard alla jusqu'à lui proposer de rendre les terres occupées par ses armées, en Auvergne notamment, et même de renoncer à reprendre les armes pendant 7 ans. Toujours téméraire et sûr de sa bonne étoile, mais lamentable tacticien, Jean laisse passer cette occasion en or et voulut livrer cette bataille funeste pour la France, plus humiliante que celle de Crécy, et que l'histoire a retenue sous le nom de bataille de Poitiers. Il fut entièrement défait malgré une armée de plus de 40 000 hommes. La discipline des Anglais l'emporta sur le nombre et sur la plus parfaite ignorance de l'art de la guerre du roi Jean. Les principaux chevaliers de France périrent, les autres prirent la fuite. Quant au roi, blessé au visage, il fut fait prisonnier avec Philippe, son plus jeune fils. Le prince noir, généreux, donna à souper à Jean qui ne semblait pas très abattu par son malheur. Certains historiens parleront d'inconscience. Je comptais, dit-il à Édouard, vous donner à souper aujourd'hui, mais la fortune en a disposé autrement et a voulu que je soupasse à votre table. Quoique la journée, lui répondit le vainqueur, n'ait pas été heureuse pour vous, vous avez pourtant lieu de vous en applaudir, puisque vous y avez montré la plus grande valeur. Le prince noir mena les 2 prisonniers à Bordeaux, où il les fit passer à Londres. La capture du roi dans Paris fut dans Paris le signal de la guerre civile, avec une tentative révolutionnaire menée par Étienne Marcel. Mais à Londres, durant les 4 années que va durer sa détention, le roi Jean mena une vie insouciante et somptueuse, insensible au malheur de la France et oublieux de tous ceux qui laissèrent leur vie sur le champ de bataille. Les Français perdirent 17 comtes, un archevêque, 66 barons et 8000 hommes d'armes. Inconscient et insensible, Jean jouait au boulingrin, jeu de boules introduit dans les îles britanniques par les Romains et alors couramment pratiqué à Londres, pendant que son fils Charles se débattait dans ce qui fut la plus grande crise que connut la monarchie française. Pour obtenir sa libération, la France devait de surcroît payer une énorme rançon, fixée à 3 millions d'écus d'or, et céder au roi d'Angleterre tout le sud-ouest du royaume. Jean II s'amuse de l'émoi que cela provoquait dans le pays. En plus d'être inconscient, Jean est têtu, peu subtil
arrogant et emporté. D'ailleurs, le chroniqueur de l'époque médiévale, Jean Froissart, le présente comme un caractériel, lent à informer et dur à hoster d'une opinion. En outre, malgré les difficultés de son royaume et en dépit des ravages de la peste, le roi se complaît dans des fêtes insouciantes, les dépenses d'apparat et des décisions politiques irréfléchies. Lorsque le trésor se trouva vide, il dut recourir à la dévaluation pour couvrir le déficit. Et on peut dire qu'il fut un précurseur dans ce domaine. Libéré finalement par les Anglais, Jean dut laisser ses 2 fils et son frère comme otages. Mais l'un de ses fils, Louis d'Anjou, parvint à s'enfuir. Comme la rançon n'est pas entièrement payée, Jean se crut obligé en 1363 de retourner en captivité à Londres. Selon certains historiens, son amour pour une belle comtesse de Salisbury fut le principal motif de son retour en Angleterre. Aux membres de son conseil qui le pressaient de rester en France, le roi répondit que si la bonne foi était bannie du reste du monde, on la retrouverait dans le cœur des rois. Jean était un preux chevalier, personne n'en disconvient, mais un prince sans génie, n'ayant que des idées fausses ou chimériques. Un jour, quand on chantait la chanson de Roland, comme c'était l'usage dans les marches, le roi s'écria « Il y a longtemps qu'on ne voit plus de Roland parmi les Français. »« On y verrait encore des Roland, » lui répondit un vieux capitaine, « s'ils avaient un Charlemagne à leur tête. » En Angleterre, comme il semble de plus en plus agité et colérique, on finit par l'enfermer. Et c'est donc en prison, à Londres, qu'il meurt l'année suivante, laissant le royaume de France appauvri et désemparé. La malédiction des numéros 2 se poursuivait. Mais cette fois-ci, ce n'était pas seulement le roi, mais la France qui semblait maudite. Jean avait épousé en premières noces Bonne du Luxembourg, morte en 1349, qui lui donna 9 enfants, et en seconde Jeanne, comtesse d'Auvergne, qui mourut en 1361 et dont il n'eut point d'enfants. Son fils, Charles V, lui succédera. Presque 200 ans plus tard, Paris était en liesse. Le roi d'Espagne, Philippe II, épousait Élisabeth, fille aînée du roi de France, Henri II. Nous étions en fin d'après-midi, ce 10 juillet 1559. Le soleil, qui avait brillé toute la journée, et l'air étaient encore embrumés de la poussière soulevée par les sabots des chevaux et les luttes des jouteurs. La joute était alors l'un des divertissements favoris à la cour. Ce combat courtois à cheval opposait 2 seigneurs armés d'une lance qui tentaient de se désarçonner en s'élançant l'un vers l'autre. Si les musiciens continuaient à jouer de leurs instruments, des spectateurs quittaient déjà la tribune. Le spectacle s'achevait. La reine, Catherine de Médicis, la mère d'Henri, et le duc de Savoie avaient déconseillé au roi cette dernière joute. Le capitaine Gabriel de Montgomery, son adversaire désigné, ne l'aurait pas souhaité non plus. Henri II se serait alors énervé, ne laissant au jeune homme d'autre choix que de se soumettre. Bientôt, les 2 hommes, armés, installés sur leur monture, s'élancèrent, se croisèrent, puis se choquèrent. Montgomery toucha le premier, mais sa hampe atteignit Henri II à la gorge. Elle se brisa aussitôt et vola en éclats, soulevant la visière du roi, blessant son visage du côté gauche, et du côté droit percuta la face royale de l'œil à la tempe. Henri II s'affaissa sur l'encolure de son cheval, puis tenta de se redresser et s'affala presque aussitôt près de tomber. Il perdit connaissance, mais il était vivant,
et put même s'exprimer, répondant avec une grande douceur aux plaintes de Montgomery, qui, à genoux devant lui, le suppliait de lui faire couper la main et trancher la tête. Le roi lui répondit qu'il n'avait rien à se reprocher, puisqu'il avait obéi à son roi. Puis Henri II fut transporté dans sa chambre, toujours conscient. Il reçut les premiers soins et passa une première nuit dans un probable coma, Catherine de Médicis le veillant jusqu'à l'aube. Elle était effondrée et songeait à la terrible prédiction de Nostradamus, le mage de Saint-Rémy. Le lion jeune, le vieux surmontera, en chant bellique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, de classe une, puis mourir mort cruelle. Le lendemain, il avait repris connaissance et semblait aller un peu mieux. Il s'alimenta même, mais malgré tous les efforts de ses médecins et de l'illustre Ambroise Paré, il rendit son âme à Dieu le 10 juillet au matin, après avoir reçu l'extrême-onction. Pour la propagande royale, aux mains de Catherine de Médicis et des Guises, ce décès prématuré et peu conforme au modèle glorieux de la mort royale devait avoir un sens. Elle en trouva un. La mort du roi était un sacrifice, pareil à celui du Christ. Comme lui, Henri II était venu au monde pour imposer la paix aux hommes et leur montrer la vérité de la vraie religion, celle conduite par l'Église catholique romaine, car nous étions au début des sanglantes guerres de religion entre catholiques et protestants. Henri II était monté sur le trône 12 ans plus tôt. Son règne fut marqué à l'intérieur par le progrès de la puissance royale. Le Parlement fut dépouillé en grande partie de la puissance politique qu'il s'était attribuée au fil des ans. La Grande Chambre seule eut le droit de remontrance, mais devait aussitôt après enregistrer les édits royaux si le roi persistait dans sa volonté. Henri II avait hérité de la carrure de son père, François Ier, mais sans toutefois en voir le caractère. Néanmoins, il avait su trouver l'énergie indispensable pour continuer à lutter, comme son père, contre Charles Quint et les Habsbourg, dont les possessions entouraient la France. De son mariage à Marseille en 1533 avec Catherine de Médicis, issue de l'illustre famille florentine, 4 fils naîtront, dont 3 régneront successivement après lui, comme l'avait également prédit Nostradamus, et mourront de mort violente ou de maladie. Le premier de ses fils, qui lui succéda, prit le nom de François, en hommage à son grand-père François Ier, et pour montrer qu'il entendait lui ressembler et être un grand roi. Mais l'infortuné François, numéro 2, fut, comme son père, la victime de la malédiction des numéros 2. Né en 1544 à Fontainebleau, faible de corps et d'esprit, il laissa d'abord gouverner sa mère et les oncles de sa femme, Marie Stuart, reine d'Écosse, François de Guise et le cardinal de Lorraine, chef du parti catholique français, au grand désarroi des chefs protestants comme ses cousins Antoine de Bourbon et le prince de Condé, ainsi que l'amiral Gaspard de Coligny, qui tentait de s'opposer à cette influence des Guises qu'il jugeait néfaste. En février 1560, des seigneurs protestants projettent d'enlever le roi pour le soustraire à l'influence des Guises. Mais la conjuration d'Amboise, c'est la conjuration d'Amboise. Le complot n'ira pas bien loin parce qu'il est découvert au mois de mars, et les conjurés sévèrement punis, la plupart d'entre eux condamnés à mort et exécutés. « Qu'ai-je donc fait à mon peuple pour qu'il attente à mes jours ?» demanda-t-il alors aux Guises. « J'entends dire partout qu'on n'en veut qu'à vous. Ne saurais-je donc pas qui de vous ou de moi est l'objet de la haine publique ?» Le calme finit toutefois par succéder à la tempête,
et une paix est signée entre les chefs catholiques et protestants. Une paix bien précaire. François II est alors de plus en plus malade, physiquement et mentalement. Une fièvre lente qui depuis longtemps le réduisait en état de langueur reprit de plus belle, et il finit par mourir le 5 décembre 1560 à Orléans, âgé seulement de 16 ans. L'agitation était alors si grande à la cour que ni son père, ni ses oncles, ni aucun prince de la famille ne songèrent à lui rendre les derniers devoirs, et son corps fut porté rapidement à Saint-Denis, accompagné seulement de 2 gentilshommes et de l'évêque de Senlis. On trouvera sur le cercueil du roi cette curieuse inscription « Tanneguy du Châtel, où es-tu » Tanneguy du Châtel, descendant d'une famille noble bretonne, avait été l'un des plus fidèles serviteurs du roi Charles VII. François II fut en quelque sorte étranger à son règne. L'histoire ne peut lui reprocher les malheurs produits par les dissensions des grands, ni le louer pour quelques sages édits. Comme son père, il n'eut pas de surnom, mais on l'appellera plus tard, à juste titre, le roi sans vice et sans vertu. Nous venons d'évoquer tous ces rois des dynasties royales qui se succédèrent depuis les Mérovingiens jusqu'aux Valois et portaient le numéro 2. Ils connurent tous une mort violente ou une vie semée d'embûches et de malheurs. Tous, sauf un peut-être, qui à contrario eut une vie bien remplie, à qui tout réussissait. Pour reprendre la fameuse formule de la sentence du droit latin couramment utilisée, cette exception confirme la règle. Il s'agit du 7e roi capétien Philippe II Auguste, né en 1165, qui monta sur le trône à l'âge de 15 ans en 1180 et qui régna 43 ans jusqu'à sa mort survenue en 1223. Un bel homme, bien découplé, d'une figure agréable, chaude, avec un teint coloré et un tempérament très porté vers la bonne chair, le vin et les femmes, si l'on en croit l'historienne Chantal Gastinel. Philippe Auguste fut marié 3 fois. Sa première épouse, Isabelle de Hainaut, mourut en couche à 22 ans. Elle lui donna un fils en 1187, Louis VIII, futur roi de France. Voulant profiter de la jeunesse du nouveau roi de France, Philippe Auguste, et de son inexpérience, le roi Henri II d'Angleterre tenta d'envahir une partie de ses États. Bien mal lui en prit. Le vieux monarque déchanta rapidement. Philippe se révéla déjà un fin politique, commença judicieusement à exciter contre lui son fils Richard, le futur cœur de lion. C'était bien entendu une gageure, mais le pari fut gagné. Henri crut plus sage de négocier et signa le traité d'Azay-sur-Cher en 1189, qui laissa le Vexin et le Berry à la France et lui apporta les villes d'Issoudun, de Tours et du Mans. Philippe voulut également, comme son père, mener la croisade contre les infidèles. Et c'est avec celui qui était devenu son ami, Richard Cœur de Lion, qu'il s'embarqua à Gênes en 1190 pour secourir les chrétiens de Palestine opprimés par Saladin. En joignant leurs forces, ils disposaient, dit-on, de plus de 500 000 combattants. Mais une femme encore, va troubler leurs bonnes relations. Alix de France, que Richard venait d'épouser, et cela pour une question de dot. Philippe préféra rentrer en France pour envahir la Normandie, alors possession anglaise, malgré l'intervention du pape. Il échoua devant Rouen, mais il prendra sa revanche quelques années plus tard. Tout était volonté chez le jeune roi. Tout était volonté, mais aussi calcul, bon sens, modération et patience,
face à l'exaltation de Richard. Il y avait déjà chez lui des traits de Louis XI. À la mort de Richard en 1199, Philippe se heurta à Jean Santerre, frère et successeur de Richard, et parvint en 1205 de rattacher au domaine royal la Normandie, la Maine, le Maine, l'Anjou, la Touraine et le Poitou. Il ne resta que la Guyenne au monarque anglais. Philippe Auguste était un souverain habile, intelligent, et qui préféra toujours privilégier la diplomatie à la guerre. C'est ainsi que par son mariage avec Isabelle de Hainaut, il agrandit encore le domaine royal de l'Artois et des régions voisines jusqu'à la Somme. La croisade contre les Cathares, prônée par le pape et engagée par Simon de Montfort en 1209, lui permet aussi de prendre pied dans le sud de la France. Sous son règne, Paris devient la capitale du royaume. Elle est dotée d'une enceinte fortifiée. Le roi y fait édifier le premier Louvre. Sous son règne, les rues et les places publiques de la capitale furent pavées. Il poursuivit la construction de Notre-Dame et commença les halles et l'Hôtel-Dieu. Cependant, en Angleterre, Jean Santerre entendait bien prendre sa revanche sur Philippe Auguste. Il réussira à former une véritable coalition contre lui. Mais rien qui n'épouvante pourtant Philippe Auguste, qui bat le 22 juillet 1214 les alliés de l'Anglais, l'empereur allemand Otton IV de Brunswick, le comte Fernand de Flandre, Renaud, comte de Toulouse et Henri, duc de Brabant, à la fameuse bataille de Bouvines. Donc vous avez tous entendu parler sans doute sur les bancs de l'école. La bataille de Bouvines fut l'une des plus belles victoires de l'histoire de France. Et Philippe Auguste devint alors le roi le plus puissant du royaume et le plus puissant de l'Europe. Sa valeur est reconnue par tous, mais avant la bataille, comme il constatait que certains seigneurs ne le suivaient pas ou ne le suivaient qu'avec peine, il les assembla, se plaça au milieu d'eux. Il prit une grande coupe d'or qu'il fit remplir de vin et dans laquelle il mit plusieurs tranches de pain. Il en mangea une et, offrant la coupe aux autres, il leur déclara « Compagnons, que ceux qui veulent vivre et mourir avec moi en fassent autant que moi. » La coupe fut vidée aussitôt et ceux qui étaient les moins disposés à le suivre combattirent avec lui, avec courage et participèrent à cette magnifique bataille au cours de laquelle Philippe fut abattu au pied des chevaux et blessé à la gorge. Philippe, devenu une sorte de héros épique, comme le Moyen-Âge les aimait, fut appelé en Angleterre par les sujets du roi Jean, lassés par la domination tyrannique de celui-ci. Philippe, habilement, les engagea à demander son fils Louis pour roi. Celui-ci se lancera à la conquête de l'Angleterre avec la bénédiction de son père, qui toutefois eut la sagesse de ne pas s'associer à l'aventure. Il avait sans doute un pressentiment, car celle-ci tourna mal pour le futur Louis VII. Les entreprises du roi Philippe Auguste furent presque toujours heureuses, parce qu'il méditait ses projets avec lenteur et qu'il les exécutait avec célérité. Son règne s'acheva dans la prospérité. Philippe Auguste aimait l'ordre, l'économie, la bonne administration. À sa mort, il ne laissa pas seulement une France agrandie et sauvée des périls extérieurs, mais une monarchie solide, avec des caisses pleines et des institutions d'ordre et de paix. Son fils, Louis VII, surnommé le Lion ou Cœur de Lion, lui succéda et s'efforça de continuer l'œuvre de son père. Par sa vie heureuse, ses succès, ses réussites dans tous les domaines, Philippe Auguste se différencie donc des autres numéro 2. Mais fut-il vraiment une exception ? Je vous pose la question. Je pense, pour ma part, qu'il faut nuancer cette affirmation. Certes, il n'est pas mort assassiné.
Son règne est l'un des plus longs de l'histoire de France. Ses conquêtes sont nombreuses et parmi ses plus belles prises, il faut citer la Normandie. Il jouit d'un prestige énorme grâce à la bataille de Bouvines et il a renforcé la stabilité de la royauté. Mais, à y regarder de plus près, et en dépit des apparences, il est mal dans sa peau. Physiquement, depuis qu'il a été atteint en Terre Sainte en 1190 d'une fièvre mystérieuse. Sa santé n'est donc guère florissante. Et s'il vécut 58 ans, âge respectable pour l'époque, il souffrit presque constamment et quotidiennement de nombreux maux. Il est mal aussi dans sa tête. Et cette fièvre mystérieuse atteint son système nerveux et il est fréquemment secoué par des tremblements incontrôlés. Les médecins qui l'entourent interviennent en pratiquant sur lui des saignées régulières, comme l'exigeait la science médicale de son temps. Mais le roi n'est pas un patient comme les autres, ni un patient facile. Il ne se soumet pas au régime alimentaire qu'on lui prescrit, et en particulier, il mange de la viande en grande quantité, malgré les avis de ceux qui le soignent. Ses maux sont de plus en plus nombreux et douloureux. Sa maladie s'aggrave donc au fil des ans et il est tiraillé par des douleurs incessantes. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'une infection apparue au point du bras où il était constamment saigné ait accéléré son évolution. Au début de l'été 1223, un concile est réuni à Paris pour traiter les affaires liées à la lutte contre l'hérésie. Le roi, qui est profondément engagé pour la défense de l'Église, doit rejoindre les prélats assemblés afin de surveiller leurs débats et de trancher les différends qui pouvaient surgir entre eux, voire entre eux et les autorités royales. N'écoutant pas les conseils de prudence donnés par les médecins, il quitte Passy-sur-Eure et prend la route de Paris. Arrivé à Mantes, cependant, ses forces le trahissent et il doit s'aliter. Il meurt le 14 juillet 1223. Il est amené 2 jours après à son lieu de sépulture, Saint-Denis, où il devait reposer à côté des siens. Le tombeau est préparé par les moines. Dans un premier temps, ceux-ci pensent réutiliser, ça se faisait beaucoup à l'époque, réutiliser un sarcophage placé au-dessus de la tombe de Charles le Chauve, une pièce magnifiquement ornée d'un lion sculpté. Or, à l'ouverture, le sarcophage se trouve être plein de charbon. Les moines y voient un symbole, celui de la damnation de Charles le Chauve, dont ils attribuent la cause à sa politique à son égard, vous en souvenez. Il aurait en effet, pour soutenir la guerre qu'il mena contre ses frères Louis le Germanique et Lothaire, confisqué les dîmes pour les affecter à des chevaliers à titre héréditaire. Il semblerait que leurs descendants continueraient encore d'en jouir de nos jours. Un signe si éclatant entraîne la renonciation de ce premier choix, et c'est finalement près de son propre père, Louis VII, que le corps de Philippe Auguste repose. Nous avons donc voyagé dans le temps et dans l'histoire en quête des anciens rois de France des différentes dynasties portant le numéro 2 et qui connurent bien des déboires. Je voudrais terminer ce voyage en évoquant un personnage qui ne fut pas roi de France, mais roi de Rome à sa naissance, qui ne régna jamais et vécut presque toute sa vie hors de son pays en exil. Il portait aussi le numéro 2, effectivement. Vous l'avez sans doute tous reconnu, Napoléon II, dont le destin fut particulièrement tragique. Né à Paris le 20 mars 1811, fils de l'empereur Napoléon Ier et de l'impératrice Marie-Louise d'Autriche, il reçoit en naissant le titre de roi de Rome. Il est évincé par le Sénat en 1814 à la suite de la prise de Paris par les armées coalisées et de la première abdication de son père. En 1815, à la fin des 100 jours,
il est proclamé son successeur lors de la seconde abdication de ce dernier sous le nom de Napoléon II. Il est alors âgé de 4 ans et se trouve en Autriche. Son règne, si l'on peut utiliser ce mot, s'achève au bout de 2 semaines lorsque Louis XVIII rentre à Paris et monte sur le trône. Abandonné par sa mère, oui, on peut vraiment dire abandonné, il est élevé en Autriche par l'empereur, son grand-père, qui lui donne en 1818 le titre de duc de Reichstadt. En 1832, à 21 ans à peine, il meurt de phtisie au palais de Schönbrunn, sans jamais avoir revu son pays natal. Son surnom de l'Aiglon lui sera attribué à titre posthume. Il sera popularisé par la pièce de théâtre d'Edmond Rostand, L'Aiglon, avec dans le rôle titre l'éblouissante tragédienne Sarah Bernhardt. Lorsqu'il apprit par les médecins qu'il était perdu quelques mois avant sa mort, l'Aiglon constata amèrement: ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire. Entre mon berceau et ma tombe, il y a un grand zéro. Les rois sont morts. Vive les rois! Je vous remercie.